Comme l'a très bien présenté Marianne, donc nous sommes Marianne Tissandier et Frédéric Davert. Nous travaillons tous deux au Musée de Nouvelle-Calédonie qui est actuellement fermé et en rénovation. Alors, pour répondre avant tout à toutes les questions, nous ne savons toujours pas exactement quand on va réouvrir le musée. D'accord ? Les dernières estimations proposent la période du premier trimestre 2026. Et non, nous ne pouvons pas vous expliquer pourquoi c'est aussi long. Et oui, nous aussi, nous avons hâte qu'il ouvre. Voilà. Le musée de Nouvelle-Calédonie est donc une institution de référence en Nouvelle-Calédonie. C'est la première institution culturelle, historique, muséale du pays. Je vais commencer donc la présentation en le replaçant dans son contexte historique pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément le musée en détail, tout en parlant de son lien aux différentes époques avec les communautés du pays. Frédéric continuera ensuite sur le projet justement du futur musée de la Nouvelle-Calédonie, et de son esprit qui est dédié au vivre ensemble, ainsi que les conséquences que cela a en termes de collection et de muséographie. Mais toujours pas. Il ne veut pas passer. Bon. Bien sûr, quand on parle de communauté, de qui parle-t-on ? La situation du musée de Nouvelle-Calédonie, qui présente des objets Kanak de nos jours, n'est évidemment pas la même que celle du musée du Quai Branly Jacques Chirac. L'insularité implique davantage de proximité, mais cela questionne également la notion de lien. La proximité ne fait pas forcément le lien, car il faut le créer. Comme beaucoup d'institutions du même type, le musée a été créé d'une volonté européenne dans le contexte particulier des expositions universelles. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'époque, a commencé à rassembler des objets ethnographiques Kanak dès 1863 pour l'envoi à Paris. Et même si un projet de musée local était envisagé dès 1859, les collections calédoniennes n'ont pas eu de lieu d'exposition et de conservation avant 1905. Date à laquelle le pavillon de la Nouvelle-Calédonie est revenu en Nouvelle-Calédonie et il a été reconstruit à Nouméa et c'est devenu le musée-bibliothèque. Donc au rez-de-chaussée du musée-bibliothèque, donc on voit justement sur la petite carte postale qui est en bas, au rez-de-chaussée se trouvait la bibliothèque Bernheim, tandis qu'à l'étage étaient rassemblés les objets du Pacifique et des objets Kanak dans des vitrines, et à l'époque il s'appelait le musée colonial. C'était très assumé. Et ça portait très bien son nom, vu le bâtiment utilisé. Parce que dans la série, les expositions universelles étaient quand même des hauts lieux de l'époque coloniale. Donc à l'époque, il y a une volonté, je cite, de conserver à ceux qui viendront après nous, les monuments d'une nationalité qui tend à disparaître. Mais on ne demande pas ou peu leur avis aux populations kanak. Et les visiteurs du musée sont probablement essentiellement européens, même si nous n'avons pas d'informations vraiment sur le sujet. En 1940, sous l'impulsion de Maurice Lénart, qui crée en 1938 la Société d'études mélanésiennes, est créé le musée néo-calédonien. Donc sa direction technique et scientifique est assurée par la Société d'études mélanésiennes. Sa création se situe donc à la croisée d'un réformisme colonial et du développement d'une société savante, des sociétés autochtones. L'ethnologue Jean Guiard, qui est assez connu par chez nous, participe aussi beaucoup à l'inventaire et à la constitution de la collection en lien avec les populations kanak, en allant sur le terrain et en négociant des dépôts, etc. Le musée centre culturel de Nouméa, dont le nom ne restera pas, ouvre en 1971 après 10 ans de construction. Donc on espère que nous, ça sera un peu moins long, grâce à Luc Chevalier. Et à l'époque, le musée demeure très généraliste. Donc ça, c'est la photo du haut en noir et blanc. Le bâtiment couvre une surface totale de 1600 m². Ça comprend 3 salles d'exposition permanentes, 2 consacrées à l'ethnographie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. D'après les comptes rendus de service de Luc Chevalier, les visiteurs de l'époque sont avant tout des touristes et des groupes scolaires. Il note néanmoins qu'en 1975, avec le festival Mélanésia 2000, davantage de Kanak viennent visiter le musée. En 1983, grâce à Patrice Gaudin, puis à Emmanuel Casarero, donc premier conservateur kanak, le musée devient un musée de société, où les collections océaniennes, mais surtout kanak, occupent une place prépondérante. La nouvelle muséographie de 1985 consiste à mettre en valeur l'esthétique des objets qui sont restitués dans leur contexte, grâce à des cartels et des photos. Et la photo qu'on voit en bas reprend pour beaucoup l'exposition qui avait été faite en 1985. La photo a été prise en 2012.
Dans les 10 années suivantes, qui sont marquées par les accords de Matignon, 88-98, le musée, avec le concours de l'ADCK, affirme sa vocation patrimoniale en accompagnant justement le mouvement de reconnaissance et de réappropriation de la culture kanak, qui se trouve son aboutissement dans l'exposition phare de Jade et de Nacre, présentée au musée en 90. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'exposition Carnet Kanak actuellement à l'ADCK. C'est la première exposition internationale qui est organisée par le service des musées et du patrimoine. Elle se tient à Nouméa au musée pour 16 000 visiteurs, puis à Paris au musée national des arts africains et océaniens. Presque 95 000 visiteurs. D'après les commentaires d'Emmanuel Casarero, elle est l'occasion de retour au musée de davantage de personnes d'origine kanak qui sont curieuses de revoir les objets des vieux. Emmanuel Casarero encourage aussi l'accueil d'expositions qui permettent au musée de s'ouvrir à d'autres identités culturelles. L'exposition Terre de Bagne, présentée en 93, l'exposition du centenaire de la présence indonésienne en Nouvelle-Calédonie en 96. Donc dans les années 90, plusieurs expositions préfigurent aussi l'ouverture du centre culturel Chibaou. L'arrivée de Marie-Solange Néaoutine dans les années 2000 renforce cette ouverture justement aux autres communautés du pays, en particulier avec le cycle d'expositions temporaires intitulé « Mémoire des gestes, héritage à partager » de 2009 à 2014. Donc, ce projet s'inscrit en fait dans un grand programme de recherche et de collecte de la mémoire orale et des savoir-faire pour enrichissement à la fois pour faire l'enrichissement des collections du musée, mais pour faire aussi la documentation de ces collections, et notamment dans la perspective déjà à l'époque du projet d'extension. Le musée à ce moment-là est déjà pensé comme un outil concret de dialogue. Et en dehors de ces expositions, il y a un travail de fond sur les collections avec les communautés qui est entrepris, entre autres à l'occasion de grandes expositions. Par exemple avec les gens des îles Loyauté, pour l'exposition James et Emma Hadfield, Héritage d'une mission, en 2013 et 2014, et ou avec des collecteurs du Vanuatu Cultural Center sur la collection du Vanuatu du musée. Donc parallèlement, en plus des animations multiculturelles lors des journées du patrimoine, des nuits des musées, de la fête de la musique, des animations comme les dimanches au jardin continuent jusqu'en 2019, donc date de fermeture du musée, d'établir un dialogue avec les communautés, en invitant régulièrement des représentants à des ateliers culinaires et à des rencontres au musée. Donc à cette époque, donc ce début du XXIe siècle, le projet d'extension du musée est donc déjà en réflexion, avec l'idée que le musée doit être à l'image du pays. La volonté est d'accompagner la promotion de la diversité. Avec le concours de Madame Christine Goyetch, qui est alors chargée d'études et à la demande du musée de Nouvelle-Calédonie, est initiée en 2006-2007 2 études de TNS consultants sur les pratiques culturelles des Calédoniens. Donc à l'époque, on remarque déjà que le public général du musée n'a pas... Pardon, je parle trop vite. Excusez-moi. Le public général du musée est constitué essentiellement de touristes et de groupes scolaires. Et en fait, quelque part, ça n'a pas changé depuis les années 70 et ce que disait Chevalier. Les locaux viennent surtout lors d'événements spécifiques. Donc, les nouvelles expositions, les animations des nuits des musées, la fête de la musique. Et de l'étude TNS ressort également, en résumé, que dans l'esprit des Calédoniens, il n'existe pas vraiment de structure à l'époque qui représente la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble et que le futur musée doit être un musée de toutes les cultures présentes dans le pays. Le futur musée doit ainsi savoir concilier un musée dédié à la civilisation kanak et à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie sans que ce soit ressenti comme un recul pour les Kanaks, dans la mesure où c'était essentiellement un musée kanak et océanien avant la transformation. Il doit devenir un lieu fédérateur sans épuiser les autres structures. Il doit s'ouvrir aux autres communautés sans tomber dans le communautarisme. C'est un challenge. Donc en 2011, le projet scientifique et culturel du musée est officiellement rédigé avec le concours de Muriel Glonek-Minguet, qu'on le remercie. Ce document pilote inscrit véritablement le musée dans une phase prospective qui énonce cette volonté affirmée donc d'être le musée de tous les Calédoniens. Donc la rénovation du musée aura pris plusieurs années pour devenir effective et le musée a fermé au début du mois de juillet 2019. L'exposition de préfiguration du futur musée, qui a été plombée par la crise sanitaire et les coupes budgétaires, a ouvert en juin 2022 au Centre culturel Chibaou. Elle est formée de 2 parties, la partie Renaissance
qui fait le point justement sur l'histoire du musée et le projet d'extension, et la partie Chimu Karanyue, symbole de l'esprit, dont les mots d'introduction qui sont écrits en langue Paichi et en français sont les suivants. À vous qui venez à notre rencontre, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du nouveau musée et de l'esprit qui anime cette maison en construction, née de la volonté d'y asseoir tous les gens du pays. À chaque fois que je le dis, ça me... et je vous partage un mot du président, M. Louis Mapou, qui avait été fait dans le livre d'or de l'exposition. Notre pays a besoin de gens qui osent sortir du confort quotidien, qui cultivent les différences pour nourrir les réticences à propos des communautés humaines. Votre exposition est à la hauteur du défi que notre pays doit soulever. Être petit, c'est une marque de grandeur humaine. Vous avez réussi à en relever les profondeurs. Merci. Donc, comme Marianne l'a indiqué, le musée s'est inscrit depuis plusieurs années dans un processus de questionnement et de renouveau au regard de la société calédonienne. Je vais à présent vous esquisser les questionnements et positionnements qui ont animé le musée à l'époque et sur lesquels il sera très certainement encore amené à travailler dans l'avenir. Ces éléments de prospective découlent à la fois de ses expériences passées, d'entretiens formels ou informels avec des chercheurs locaux ou professionnels du patrimoine, ou encore d'entretiens avec des Calédoniens lors d'enquêtes collectes. Donc la première position réflexive est celle du vivre ensemble, comme on a vu juste avant, le titre. Donc suite à l'accord de Nouméa, proclamé en 1998, le musée a décidé au début des années 2000 de s'inspirer de sa philosophie et de son préambule, avec le regard sur le passé et le vivre ensemble qu'il traduit. Donc là, on a une partie du préambule dans lequel il est écrit « Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer, avec les hommes et les femmes qui y vivent, une communauté humaine affirmant son destin commun. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. » Le nouveau parcours muséographique donc comble ainsi des périodes historiques jusque-là absentes ou incomplètes. Le peuplement du Pacifique, les premiers contacts avec les Européens, l'organisation du système colonial, les vagues d'immigration successives, les échanges, les conflits, les manifestations culturelles et identitaires, ou encore la réflexion sur la constitution d'un avenir commun. Sans en faire l'apologie, le statut du musée et son rapport au projet politique de construction d'une citoyenneté calédonienne apparaît clairement. De là, la question à se poser est de savoir si le discours muséal doit-il continuer à être partagé avec les communautés pour en dégager un langage commun. Un langage commun non pas seulement sur l'institutionnalisation du passé et du présent, mais aussi et surtout sur les perspectives réflexives assignées à la mémoire, à l'histoire et aux usages du patrimoine. Nous pensons que oui. Cela nous invite donc à reconduire de nouvelles postures réflexives et muséales pour faire un travail sur les consciences identitaires qui ont fractionné la Nouvelle-Calédonie depuis ces dernières décennies. Donc, ces ambitions apparaissent dans le projet scientifique et culturel de 2010, dans lequel la collègue ici présente, Muriel, a travaillé. Et c'est en cela que réside son défi. Le musée s'affirme ainsi comme un musée de société axé sur les questionnements contemporains, et notamment ceux relatifs au positionnement identitaire et à l'expression des sentiments d'appartenance. Alors même si l'expression aujourd'hui, elle paraît galvaudée, lorsqu'on parle de vivre ensemble, l'expression, en tout cas l'ambition est bien présente. Un vivre ensemble empreint de diversité culturelle à valoriser. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la question de la représentation de tous est acquise. Et le musée devra continuer à travailler sur une interculturalité qui cherche encore ses symboles communs. Oui, c'est bon, on peut passer. Donc, suite à ces quelques propos sur la représentation plurielle de la société calédonienne, cela requiert une réflexion sur le rôle de l'objet et les représentations plurielles qui l'animent.
Le musée possède une collection de plus de 9600 objets, si je ne me trompe pas, Marianne, répartis en sous-collections qui sont le résultat de son parcours historique. De la priorité toujours actuelle d'acquérir et de valoriser des collections d'objets kanaks et plus largement océaniens, le musée a au fil du temps diversifié ses fonds. Nous pensons principalement à la collection que le musée appelle historique et qui présente, dixit Marie-Solange Néautine, directrice du musée de Nouvelle-Calédonie, un intérêt pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'optique du projet de réaménagement et d'extension du musée, cette collection est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Donc, la série d'expositions intitulée Mémoire des gestes, héritage à partager, qu'a cité Marianne tout à l'heure, traduisait justement ces nouveaux chemins du participatif dans lequel le musée s'est dirigé. Cette initiative de représentation matérielle, pensée et contextualisée, qui n'a pas pu être poursuivie au-delà de l'année 2013, a permis tout de même d'entamer le chantier, encore à défricher, du sens attribué aux objets et au patrimoine qu'ils représentent. Le futur musée continuera de s'ouvrir ainsi vers de nouveaux paradigmes et donc de nouvelles formes de matérialité et d'immatérialité historique qui nécessitera de recontextualiser leur utilisation en se questionnant sur leur caractère à la fois historique du message, de la représentation symbolique, de la mémoire ou de l'identité que l'objet muséalisé est censé représenter. Enfin, pour finir justement sur cette représentation de l'objet et sur la puissance symbolique qu'il peut revêtir, j'aimerais revenir sur des propos d'Emmanuel Caserero à propos de la statuette anthropomorphe ou dite à planter que l'on voit ici, qui a été acquise par le musée en 2012 et qui a été à l'époque enlevée sur la case du chef Gondou en 1865 lors d'affrontements entre Kanaks et de la côte nord-ouest et les troupes de l'armée coloniale. Emmanuel Caserero disait justement que l'acquisition par le musée de ce remarquable objet vient compléter son importante collection en lui adjoignant un spécimen dont l'origine et les circonstances historiques de la collecte font une pièce de référence pour l'histoire de l'art kanak et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, de la réflexion assignée à la pratique du vivre ensemble et de la recherche renouvelée sur de nouvelles matérialités et d'immatérialités à mettre en forme, c'est comment réussir justement à faire adhérer des patrimoines en un seul. Parler de travail avec les communautés ethniques, bien sûr, c'est pour le musée s'engager à muséaliser des patrimoines différents et qui, dans le cadre de l'histoire calédonienne, s'entrelacent. Alors, la reconnaissance des différences est-elle une composante aussi facile à brandir pour légitimer une histoire commune ? Non. Il n'y a rien de facile et de prévisible. Le phénomène de patrimonialisation en Nouvelle-Calédonie a depuis quelques années, pris une certaine ampleur, due justement à des processus à la fois patrimoniaux et politiques, et aussi qui a revêtu différents sens pour ce qui est des notions de culture et de patrimoine. Ainsi, la valorisation des identités culturelles que le musée s'engage à mettre en forme muséographiquement, mais aussi à faire vivre au-delà des salles d'exposition, doit prendre en compte ce qu'inclut la définition d'un groupe culturel. Autrement dit, savoir négocier et échanger sur la présentification contemporaine de la culture dans le temps. Je vais le dire aussi autrement, c'est comment les communautés présentes en Nouvelle-Calédonie ont traversé l'histoire et comment, selon leurs propos, elles habitent le temps pour se définir. En conclusion, donc, le musée a choisi une muséographie du fait de ses expériences d'exposition, des recherches et rencontres, mais se confrontera peut-être à des avis contraires et il devra prendre en compte ces mises en tension. Ce n'est que lorsque celui-ci rouvrira et qu'il prendra sa vitesse de croisière que les échanges formeront sa nouvelle identité. Ambitionner, si je puis dire, de présenter une histoire nationale,
revêt de grandes responsabilités, non pour promouvoir un projet politique, mais pour concilier une histoire commune qui mérite encore d'être investie avec le travail continu sur les identités en mouvement. La responsabilité du musée est donc très importante à prendre en compte et devra justement prendre en compte une diversité de passeurs de mémoire, comme on a vu juste un peu avant, avec les enquêtes collectes faites auprès des différentes communautés, investies de manière différente, voilà, à la relation passé-présent. Ces quelques lignes ne sont pas une prédiction sur le projet muséal, et celui-ci se dirige vers une autre vie qui l'attend après sa réouverture, dans un petit moment. Donc le muse, comme on a Marianne expliquera après, mais comme on a l'habitude de l'appeler, en tant que perspective d'une maison commune, c'est un peu comme ça qu'on la voit au sein du musée, donc n'est pas le seul lieu d'édification du vivre ensemble, hein. Les autres structures muséales ou associatives du pays y contribuent tout autant que nous. Mais c'est un des lieux, futurs lieux participatifs, en tout cas on l'espère, d'un travail sur le commun, car l'expérience du soi, constitutive d'un nous, est encore à concrétiser. Merci. Merci Frédéric et Marianne pour votre présentation de l'avenir du musée de Nouvelle-Calédonie et ce retour aussi sur l'histoire de l'institution. Est-ce qu'il y a des questions ? I'll do this in English. Jet lag is a bit difficult. Starting from the point that basically museum practices and concepts and even knowledge itself, how it's produced, it's mainly European, and I don't know, probably it's how it arrived here. And also thinking about this whole decolonizing movements that we've seen, my question is, how and if have you managed to integrate also the knowledge produced by the indigenous people here in the creation or development of practices in the museum, if there is any? It's just it might be a very deep question. I don't know if it can be answered at this point, but it's just a curiosity, and thank you. So you want to know about how we integrate the traditional knowledge inside the future new museum? Alors moi, je vais répondre en français, pardon. Non, il y a déjà eu des choses faites en ce sens. Comme le disait Marianne, il y a eu la série d'expositions matière et technique, héritage à partager, donc où le musée a travaillé pleinement avec les différentes communautés. Je fais entre guillemets parce qu'on pourrait rentrer dans des notions liées au métissage, mais bon, je mets entre guillemets. Le message qui était passé à ces personnes-là, c'était justement à elles de choisir quel objet pouvait les représenter au jour dans la société calédonienne d'aujourd'hui. Donc, plus de 10 ans après ces expositions-là, on redemanderait peut-être au même groupe culturel, je mets encore entre guillemets, la même démarche. On aurait peut-être un objet différent, enfin, on aurait sûrement un objet différent ou un discours différent. Mais dans la pratique de tous les jours ou dans le futur musée, en tous les cas, on organise des ateliers, on fait des enquêtes collectes, comme on a pu voir. L'équipe du musée s'est mise à faire pas mal de vidéos aussi maintenant, à s'essayer à ce qu'on pourrait appeler une approche anthropologie visuelle.
Mais le gros du travail, il a fait déjà avant que nous on arrive. Hein, Emmanuel Casarero, voilà, Roger Boulet, sur le principal des collections, le travail est déjà bien fait déjà, quoi. Alors, je rajouterais juste quelque chose, c'est que on est au sein du musée, l'équipe est multiculturelle. Notre chef est kanak, on a aussi des collègues et on travaille beaucoup avec le département recherche de l'ADCK, Centre culturel Chibaou, qui fait des enquêtes collectes aussi sur le terrain, sur tout le territoire. Et on a souvent, on travaille aussi avec la province Nord, avec la province des îles. Enfin, on travaille régulièrement avec le Sénat coutumier aussi sur des recherches d'objets, enfin sur des recherches de personnes qui seraient attachées à des objets. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre pratique, mais depuis des années, quoi. Donc en fait, c'est systématique, on se pose même pas la question. Donc, est-ce que ça répond à la question? Yes, it does. It's just that I have recently been exposed to some practices in Brazil, where I come from, where indigenous people creating their own museums, and they had their very own practices of doing so-called museum work, but in that it's comparable, but not the same. It's about preserving their own objects, because it's important for them to pass along to the other generations, and even considering, for example, problems that might appear not as really problems, but part of it, and as an enriching way of keeping things not monotonous. For example, it's just those practices that, for me as a non-indigenous person, they were like so surprising and interesting to get to know, and how to integrate them into our practices that they're so normalized into what we like these practices that we normally use. And sometimes you don't even consider that there are many other ways of doing things that are not so obvious. And the fact that the staff is so multicultural, and that answers me the question that these practices are probably intertwined in being like contributions have been made, and it answers. Thanks. Et parmi les choses qui sont prévues dans le futur musée, il y a un très très gros travail qui est fait aussi justement sur le patrimoine naturel en lien avec le patrimoine culturel, parce que ici, comme dans tout le Pacifique, les deux ne sont pas séparés. Donc il y a un gros travail. On a un jardin externalisé sur lequel travaillent certains de mes collègues à l'heure actuelle, et qui va être en partie remis en avant aussi dans le parcours du musée. C'est-à-dire qu'il y a un parcours botanique qui se met en lien avec les objets et qui sera en lien aussi avec des ateliers. Donc en fait, c'est apprendre à faire pousser les plantes qu'on va utiliser dans les ateliers, ou on va manger peut-être lors de fêtes. Enfin, on aura un four traditionnel, par exemple, qui est prévu dans la muséographie, enfin dans le parcours du musée. Et ensuite, tout ça est en lien avec les collections. Il faut qu'on y aille. Ça marche. Ok, super. Est-ce qu'il y a une rapide dernière question? C'est pas une question, c'est une remarque en fait. C'est par rapport à la conclusion de Frédéric Daver, le vivre ensemble. Alors moi, il me semble, par rapport à ma modeste expérience avec l'équipe du musée de Nouvelle-Calédonie, ce vivre ensemble, il se traduit en fait de la manière suivante. Ça va être très professionnel et technique. C'est la façon, sont les expositions hybrides que nous montons, que nous installons, que nous programmons ces dernières années entre le musée de Nouvelle-Calédonie, je prends mon souffle, et le centre culturel Chibaou, les bibliothèques du réseau Bernem avec la DCK ou d'autres structures. Je prends l'exemple en fait, ou sinon les musées de la ville de Nouméa avec le musée de Nouvelle-Calédonie. Je m'explique. Les expositions hybrides qui associent le patrimoine traditionnel avec de l'art contemporain ou avec de la littérature, pour moi, c'est une façon très belle et très intéressante en fait, de montrer ce vivre ensemble, qui se traduit évidemment sur une politique scientifique, technique. Et je pense que
si on pense aux institutions ou aux élus ou à une politique générale institutionnelle, excusez-moi, en fait, devrait s'inspirer de ces croisements, de ce métissage technique, institutionnel, théorique entre des structures pour lesquelles, a priori, les missions ne sont pas les mêmes. Les missions du musée et les notes ne sont pas les mêmes, mais le fait de se croiser, de métisser à travers nos programmes, soit des conférences ou des expositions itinérantes, temporaires ou permanentes, pour moi, il y a quelque chose à développer, à intensifier dans ce vivre ensemble. On a tendance, pour moi, le premier, à penser que le vivre ensemble, c'est calé à une actualité chaude ou à des incidences ou à des faits divers ou à une actualité politique. Je pense que peut-être ce curseur-là, il faudrait le repositionner autrement. Voilà, je m'inspire du propos de Sébastien Magro jeudi dernier au Centre culturel Chibaou.